The Assembly will hear an address by His Excellency. L'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence John Briceño, Premier ministre et ministre des Finances, de l'Investissement et de la Transformation économique, de l'Aviation civile et de la gouvernance électronique du Belize. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Pendant 8 décennies, les Nations Unies ont traversé le temps. Une lueur d'espoir pour le monde. Une organisation qui a défendu la dignité et la liberté. Un bouclier contre l'agression, que ce soit pour les puissants ou les petits. Et une base pour la coopération qui a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, qui a donné à l'humanité la possibilité d'avancer ensemble. Et pourtant, l'idéal qui avait été esquissé il y a 80 ans, en grande partie, reste non concrétisé. Les peuples et les nations continuent de souffrir des régimes oppressants. De nouvelles menaces sont apparues, des réseaux criminels pour notre planète, des difficultés technologiques et tout cela qui submerge les systèmes naturels, nos économies et même les droits de l'homme. Ce sont des défis mondiaux qui ne connaissent pas de frontières. Et peu importe ici la puissance d'un État, nous ne pouvons rien faire seuls. Maintenant, plus que jamais, nous devons œuvrer ensemble. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin des Nations Unies. Et si les Nations Unies n'ont pas toujours pu honorer leurs promesses, ce n'est pas parce que l'idée était mauvaise. C'est parce que bien trop souvent, ses membres, et notamment les plus puissants d'entre eux, n'ont pas agi. Et nous voyons le coût de cette inaction aujourd'hui. Le monde fait face à plus de conflits aujourd'hui que jamais dans son histoire des 10 dernières années ou des 20 dernières années. Cette année, 6 puissances nucléaires ont été entraînées dans des conflits en Asie, en Europe et au Proche-Orient. Les dépenses militaires ont augmenté de 9% pour arriver à 2,7 000 milliards de dollars l'année dernière, alors que l'insécurité planétaire ne fait que s'aggraver. C'est-à-dire plus de la moitié du PIB de tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Des guerres font rage en Ukraine, à Gaza, au Soudan, et continuent année après année. Des centaines de milliers de personnes mortes, des millions de personnes déplacées, restées orphelines, sans rien. Ces images devraient nous pousser à agir. Et pourtant, bien trop souvent, les Nations Unies sont empêchées de réaliser leur travail. À Gaza, nous assistons à une des crises humanitaires anthropiques les plus immenses de l'histoire de l'humanité. La crise s'aggrave de jour en jour. L'agence d'aide et de secours des Nations Unies, qui était un véritable cordon ombilical pour aider des millions de personnes, est au bord du gouffre. La solution à 2 États est en train de disparaître. Au Soudan, un embargo des Nations Unies n'a pas permis d'arrêter les massacres. En Haïti, les réseaux criminels continuent de diriger le pays. La crise politique s'approfondit. Et une mission qui avait comme objectif de rétablir l'ordre, mue par les Kenyans, avec l'aide des Nations Unies, continue d'être sous-financée et manque de ressources. Et ce ne sont là que quelques-unes des multiples crises que nous connaissons. Et à chaque fois, il y a un flux d'armes, un flux de drogue. Nous voyons que la violence passe les frontières, les gouvernements sont affaiblis et la paix est mise à mal. Il ne s'agit pas là de tragédie isolée, il s'agit là d'avertissement. Ceci révèle une indifférence internationale généralisée, un mépris pour le droit international, une culture de l'impunité, une tolérance pour l'inhumanité et un cynisme qui ne fait que s'approfondir. La question que nous devons nous poser est très simple. Est-ce que nous allons
donner la possibilité à ce cycle de violence de continuer, ou est-ce que nous allons trouver la volonté d'agir ensemble pour y mettre fin? Depuis plusieurs semaines, mon pays a choisi d'agir avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de retenue face aux actions de provocation agressive par notre voisin le Guatemala à notre frontière sud. Ce sont des mesures qui mettent à mal et remettent en question la souveraineté de Belize et son intégrité territoriale. Ce sont des mesures qui ne sont pas conformes aux obligations des États de ne pas étendre un différend et plutôt de s'adresser à la Cour internationale de justice. L'Amérique latine et les Caraïbes se sont engagés à faire en sorte que notre région reste une zone de paix, une zone exempte d'armes nucléaires où on empêcherait les conflits grâce au dialogue. Et c'est pour cette raison que nous sommes très préoccupés en voyant les incidences que ont des tactiques militaires qui sont utilisées contre des navires civils dans la mer des Caraïbes. Madame la Présidente, en ces 44 ans d'indépendance, Belize a été une nation accueillante et pacifique. Nous avons été un vrai refuge pour ceux qui fuyaient la guerre, la terreur des autres pays. Nous avons, par personne, absorbé le plus d'immigrants que tout autre pays dans notre région. Ces nouveaux habitants de Belize ont enrichi notre société. Ils jouissent de la même protection au titre de la loi. Chaque habitant de notre pays a accès à une éducation primaire gratuite, a accès à des soins de santé gratuits ou à faible coût. Grâce à notre plan Belize 2.1, nous sommes en train de faire fond sur ce socle en élargissant la couverture des droits d'inscription, en améliorant les soins de santé, en augmentant le salaire minimum, en créant davantage d'emplois et en élargissant l'accès au logement. Nous avons un plan de transition énergétique extrêmement ambitieux qui place Belize sur la voie pour arriver à mieux encore que net zéro, et ce grâce à des financements innovants qui vont transformer nos forêts et nos récifs en investissements pour la préservation de l'environnement. Mais l'ambition vient avec un coût et mon gouvernement a choisi une discipline budgétaire alors que nous avons un programme extrêmement ambitieux. Nous sommes le 5e PEID les plus vulnérables au changement climatique. Nous occupons la 2e place au monde pour ce qui est de la vulnérabilité par rapport à l'incidence des événements climatiques extrêmes. Le niveau de la mer augmente et cela provoque le déplacement des communautés du littoral. Cela provoque des vagues de chaleur et cela fait pression sur nos systèmes énergétiques et la pluviométrie est irrégulière, ce qui menace le quotidien de nos agriculteurs. Les pêcheurs voient le résultat de leur travail diminuer de jour en jour à cause des mers qui se réchauffent. La sécurité alimentaire est mise à mal. Et c'est également la santé de nos populations qui est à risque, la survie de nos écosystèmes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas de la théorie, c'est un véritable danger pour le moment, pour nous tous. Madame la Présidente, notre monde aujourd'hui est interconnecté. Un trouble quelque part a des implications et absolument partout. La concurrence géoéconomique et géopolitique ont des ramifications partout sur notre planète. Et c'est la même chose pour les maladies, la faim, la pauvreté et les inégalités qui existent entre les peuples et entre les nations. Des petits États comme le mien doivent faire preuve de vigilance par rapport à leurs voisins qui souhaiteraient faire des revendications territoriales par l'agression, par des provocations militaires. Ce n'est pas le monde qu'envisageaient les pères fondateurs des Nations Unies. Nous sommes maintenant dans un monde divisé, assiégé. Mais pourtant, nous ne sommes pas dans un monde qui n'a pas de solution. Pendant 80 ans, des nations ont convenu de lois, de politiques pour défendre les droits de l'homme,
pour concrétiser le développement durable, pour promouvoir le désarmement, pour protéger les plus vulnérables et pour protéger notre environnement. Nous avons construit des institutions robustes qui restent tout à fait cruciales, même s'il convient de les réformer depuis longtemps. Mais nous ne pouvons pas faire face aux défis d'aujourd'hui en nous basant uniquement sur le passé et son héritage. Si nous voulons plus de liberté et de dignité pour tout le monde, nous devons absolument, et c'est urgent, sauver le programme de développement en ne laissant personne pour compte. Et de notre côté, nous ne ménageons pas nos efforts. Grâce au plan Belize 2.1 et la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national 3.0, nous sommes en train de sortir la population de la pauvreté et d'assurer un environnement sain. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de l'appui international, un appui qui nous avait été promis. Le compromis de Séville nous donne une possibilité de relancer le programme pour le développement durable à l'horizon 2030. C'est une occasion pour nous de réitérer nos engagements, notamment pour les PEID. C'est pourquoi Belize appelle à ce que l'on accorde toute l'attention nécessaire au programme d'Antigua et Barbuda pour les PEID. Nous devons intégrer l'index de vulnérabilité multidimensionnelle. Nous devons élargir l'accès à certains crédits, à certains modes de financement, mais sans dette. Nous devons renforcer la participation des PEID dans la prise de décisions financières mondiales. Lors de la COP30 à Belém, Belize exhorte le G20, qui est responsable de 80% des émissions, de s'engager à des cibles en matière de réduction des émissions beaucoup plus ambitieuses. Les nations développées et les banques de développement doivent être des chefs de file de cette mobilisation. Ils doivent mobiliser 1,3 milliard de dollars en financement climatique et considérer les PEID comme une priorité, et notamment pour répondre aux besoins en matière d'adaptation et de pertes et préjudices. Il est vraiment temps de faire en sorte que le système financier mondial récompense ceux qui font tout pour protéger l'environnement. Il faut reconnaître l'importance des avoirs naturels. Imaginez-vous, 30% de l'océan est sous la juridiction des PEID, et parfois sous une certaine forme de protection. Ces environnements marins aident en fait à réguler le climat. Et pourtant, nous recevons très peu d'aide pour tous les efforts consentis. Seul 1% des flux de financement climatique vont aux PEID, c'est-à-dire, et la moitié de cela, ce sont des prêts. Pendant ce temps-là, l'industrie des carburants fossiles, avec des milliers de milliards de subsides annuellement, continue d'agir. C'est non seulement tout à fait toxique, c'est extrêmement dangereux. Il nous faut inverser la vapeur en investissant davantage dans des solutions beaucoup plus positives qui tiennent compte de l'environnement et de la nature. Et pour cela, nous avons encore 5 ans pour atteindre les ODD. Il faut donc agir de façon urgente. Concrétiser cette ambition de ne laisser personne pour compte exige également la participation de tout le monde. Et pourtant, les Nations Unies continuent d'exclure un acteur pourtant essentiel, la population de Taïwan. Taïwan est une démocratie prospère, chef de file dans la matière de l'innovation, les semi-conducteurs, l'IA, la biotechnologie, les énergies renouvelables, des secteurs qui sont absolument essentiels pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et pour le développement durable. Taïwan contribue déjà aux ODD en aidant ses partenaires, en leur fournissant des technologies de pointe. C'est pourquoi nous exhortons les Nations Unies de trouver une façon adaptée de reconnaître Taïwan en tant que partenaire indispensable dans notre quête partagée de développement durable. Madame la Présidente, le peuple de Haïti mérite notre appui, un appui uni et urgent pour lutter contre les réseaux criminels, les gangs qui ont pris le contrôle du pays. Il faut faire en sorte que ces personnes soient traduites en justice. Une voie pour Haïti existe, mais cela exige une aide en matière de sécurité, des ressources et une riposte internationale cohérente. Nous devons
agir maintenant. Excellence, chaque nation doit être libre de décider de sa propre voie. La Cour internationale de justice a réitéré que l'autodétermination était une norme absolue. Nous devons mettre fin au fait que l'on nie ce droit au peuple du Sahara occidental, dont le calvaire est ignoré encore et toujours par le monde. Le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d'Amérique à Cuba doit prendre fin. Cuba doit absolument et immédiatement être supprimé de la liste des pays qui, soi-disant, appuient le terrorisme. Il s'agit là de quelque chose d'illégal, d'inhumain et de tout à fait contraire à la Charte des Nations Unies. Et le génocide en Palestine doit s'arrêter tout de suite. Quel espoir peut avoir un enfant à Gaza pour demain, lorsque sa maison est détruite, sa famille assassinée, son avenir pulvérisé? Quel espoir peut-il y avoir quand il n'y a plus aucune possibilité d'avoir l'autodétermination? Les Nations Unies ont une fois fait face à l'apartheid en Afrique du Sud avec des déclarations, des sanctions, des conventions et avec l'arrêt expulsion de ce régime de cette assemblée. Nous devons tirer les enseignements du passé. Un régime qui ne respecte pas le caractère sain de cette charte et qui détruit sa population n'a le droit d'être ici dans cette salle. Il faut que l'état de droit ait le dessus. Personne, aucun pays n'est au-dessus de la loi des nations. Belize a pris place dans cette assemblée en 1981. Il y a moins d'un demi-siècle de cela. Pour nous, c'était un jalon pour notre souveraineté. La reconnaissance mondiale de la souveraineté de Belize, cela signifiait aussi la reconnaissance pleine de notre territoire. Nous sommes intimement convaincus que les limites de ce territoire, convenues en 1859, il y a plus d'un siècle et demi, sont là. Notre hymne national le dit, du Rio Hondo au vieux Sarstoun, par la côte de corail vers le lagon bleu. Si on remet en question notre territoire, nous resterons, nous, fermes dans notre position. Nous n'adopterons pas d'attitude belligérante. Nous sommes mis à l'épreuve, mais pas soumis. Nous sommes menacés, mais nous ne sommes pas découragés, parce que l'état de droit est de notre côté. Avec le Guatemala, nous avons présenté notre différend à la CIJ en 2019 et nous sommes en train d'attendre la décision de la Cour et nous sommes persuadés que la justice aura le dessus. Entre-temps, nous réitérons notre demande que le Guatemala s'abstienne de toute attitude de provocation qui aurait le potentiel d'avoir une incidence sur nos relations bilatérales, autrement amicales. Nous réitérons notre invitation au Guatemala d'œuvrer avec nous pour concevoir des mesures de renforcement de la confiance pour la rivière Sarstoun et pour les espaces marins. Madame la Présidente, Belize estime qu'il faut croire en notre humanité commune, il faut croire en l'existence d'un bien commun. L'équité et la justice, ce sont les principes qui nous guident. Alors que nous commémorons le 80e anniversaire de cette grande institution, je vous invite non seulement à réfléchir au passé, mais à nous réengager par rapport à l'avenir. Je vous invite à réitérer ensemble que le multilatéralisme, ce n'est pas quelque chose de facultatif, mais une obligation. Que l'état de droit, ce n'est pas un idéal, mais une nécessité. Que la dignité de chaque personne humaine ne peut pas faire l'objet de négociations. C'est quelque chose qui doit être respecté. Belize s'engage à jouer son rôle, d'être là au nom de la loi plutôt que la force, en faveur de la coopération plutôt que la division, en faveur de l'injustice plutôt que de l'impunité, et nous demandons à tous les États membres de faire exactement comme nous. Ce n'est que alors que nous pourrons concrétiser la promesse de la Charte, la paix, la prospérité et une plus grande liberté pour tous les peuples, dans toutes les nations, pour les générations à venir. Merci beaucoup.
On behalf of Au nom de l'Assemblée, je remercie Monsieur le Premier ministre et ministre des Finances, des Investissements, de la Transformation économique, de l'Aviation civile et de l'e-governance du Belize.